Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Sobre énergie Nerium autour du décret tertiaire. Merci d'être là avec nous. Nous attendons les dernières connexions des inscrits. Je vous propose de commencer ce webinaire à 9h, entre 9h, dans 3 minutes, le temps que les derniers inscrits se connectent. Bonjour à tous et à toutes, il est 9h03. Nous sommes ravis avec Damien Mazurel, DG de Nerium, de vous recevoir ce matin. Nous allons parler du décret tertiaire et dans le décret tertiaire, ce qui va concerner la relation entre les propriétaires et locataires, puisque comme vous le savez déjà, les objectifs en termes de trajectoire énergétique et de performance des bâtiments va concerner, donc le décret tertiaire va concerner les locataires et leurs relations avec les propriétaires. Damien, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Damien Mazurel. Donc je dirige cette société qui s'appelle Nerium, que j'ai moi-même fondée il y a une douzaine d'années, et nous sommes experts de la relation bailleur-locataire. Et donc le sujet d'aujourd'hui trouve toute sa place dans les offres de Nerium et dans l'actualité de Nerium. Et moi, Sylvie Méran-Ifra, donc je suis directrice marketing et impact de Sobre Énergie.
et nous sommes, comme vous allez le voir très rapidement dans notre présentation, spécialisés dans l'énergie des bâtiments et donc vous avez, nous répondrons à toutes vos questions à l'issue du webinaire. Nous allons passer 45 minutes ensemble. Vous avez, comment dire? Un une, un petit carré sur, la droite ou la gauche de votre écran, pour pouvoir poser vos questions. Aymeric, qui est modérateur, dans les coulisses, poseront les questions et nous y répondrons en fin de webinaire. Nous allons commencer. Je vais éteindre ma caméra pour, pouvoir, continuer ce webinaire et puis nous remettrons la caméra pour répondre à vos questions. Donc, j'espère que nous aborderons, tous les éléments du décret tertiaire qui vous posent aujourd'hui question. J'enlève ma caméra. Donc alors, très rapidement, donc nous avons fait les présentations. Très rapidement, Sobre Énergie, nous sommes filiale de la Banque des Territoires, du groupe La Poste et d'Egis. Et nous tenons à assembler les bâtiments, les data et les hommes qui sont pour nous indissociables pour accélérer la transition énergétique. Nous avons des clients en privé comme en public, sachant qu'effectivement, le décret tertiaire concerne toutes les sphères et les trajectoires de performance énergétique vont concerner les bâtiments, qu'ils soient publics ou privés, avec une notion pour les bâtiments publics d'exemplarité sur le territoire, en plus de l'ensemble des bâtiments. Nous le faisons autour d'une plateforme qui s'appelle chez nous Datamark et cette plateforme va pouvoir en fait collecter, mesurer l'ensemble des données énergétiques de vos bâtiments et ensuite pouvoir les piloter tout au long de ces 10 fois 3 ans, enfin 10 ans fois 3, qui sont les grandes périodes du décret tertiaire. Alors effectivement, si vous avez un bâtiment ou deux, la feuille Excel, quoique, est encore possible, mais quand vous avez des bâtiments, de nombreux bâtiments sur votre parc et que vous allez voir les trajectoires seront par ce qu'on appelle entité fonctionnelle, l'utilisation d'une plateforme, la nôtre ou celle de la concurrence, va s'avérer très utile et très facilitante dans la gestion globale de votre efficacité énergétique. Cette plateforme donc, a la possibilité de vous donner un bilan du parc, une vision globale et une vision particulière, bâtiment par bâtiment, à partir du moment où vous avez défini des trajectoires d'efficacité énergétique de façon globale comme de façon particulière. Nous le faisons donc après les data, il y a les compétences et effectivement, comme le décret tertiaire, c'est d'abord une histoire de données puisqu'on va faire remonter ces données énergétiques d'un certain nombre de sources, 4 principales que sont les factures, les compteurs, les sous-compteurs puisque vous allez devoir, si vous avez des bâtiments mixtes, qui donc allient l'industrie et tertiaire, isoler les bâtiments qui ne sont pas éligibles au décret tertiaire, donc avec du sous-comptage, des relevés d'index ou des capteurs IoT pour les plus grands bâtiments ou des très nombreux bâtiments. Les data analystes vont rassembler toutes ces données et vont pouvoir les analyser, en analyser la fiabilité, car vous le verrez, à partir du moment où vous allez déclarer vos données sur Operat, qui est la plateforme qui gère les données du décret tertiaire, il faudra que ces données soient les plus fiables puisqu'elles constituent le support, la base de l'ensemble ensuite de vos stratégies d'action autour du décret tertiaire vers les objectifs. Donc, au départ, les data analystes vont pouvoir consolider ces données. Ces données consolidées, fiabilisées, vont ensuite passer à la moulinette des energy managers qui vont analyser les dysfonctionnements, les réglages à réaliser pour pouvoir, pardon, j'ai passé la slide vite, pour pouvoir effectuer des bouquets de travaux nécessaires ou des bouquets d'actions d'exploitation nécessaires à réaliser les objectifs, en fonction bien sûr des datas qu'ils auront constatées et des mesures qu'ils auront constatées dans vos bâtiments.
ces actions vont être mises en place et leurs impacts vont être également analysés pour ensuite rentrer dans une boucle vertueuse. Car vous le savez, le décret tertiaire, c'est 30 ans. Il va falloir durer et atteindre des objectifs très ambitieux jusqu'à moins 60% d'ici 30 ans. Et donc, c'est un travail de très longue haleine et les différentes, on va dire, familles d'actions vont s'enchaîner. J'ai toujours l'habitude de dire, ben, vous avez nous, on a de la chance de s'occuper de façon globale des 10 premières années du décret tertiaire parce qu'on va faire les premières actions, les premiers réglages, les premiers dysfonctionnements. Ensuite, il faudra penser pour continuer cette performance à d'autres actions. Et puis, de manière vraiment parallèle, les engagements managers, puisqu'on est sur cette continuité sur du long terme, 30 ans, qui va permettre d'engager les équipes techniques, puisque c'est un nouveau métier pour eux. Ils sont habitués à vérifier les fonctionnements des bâtiments et non pas la performance énergétique des bâtiments. Donc, on va les aider à s'engager dans ce nouveau métier-là, dans cette nouvelle façon de gérer les bâtiments. Et puis, les occupants des bâtiments, ils sont responsables, selon certaines études issues de l'Observatoire de l'immobilier durable. Donc, ces fameux occupants sont responsables de 10 à 15% des consommations énergétiques. Et quand on a des ambitions aussi grandes que fixe le décret tertiaire, quand on peut gagner 10%, ben, c'est toujours bien. Et ces engagements managers sont là justement pour agir sur les comportements. L'objectif, c'est d'atteindre une certaine sobriété, un changement finalement de nos besoins en consommation énergétique. Et ces engagements managers sont là pour ça. Damien, je te laisse présenter Nerium, Oui, qui est aujourd'hui merci notre Sylvie. Dans copartenaire. Nerium, comme je vous disais en introduction, nous sommes experts de la relation locataire-bailleur avec une focale exclusivement sur la défense des intérêts des locataires. Et donc, on met du lien entre les relations, quand elles n'existent pas toujours entre des locataires et des bailleurs. Voilà. Donc, notre objectif, rapidement, c'est de faire des parcs immobiliers de nos clients, locataires encore une fois, un levier de performance en optimisant financièrement et sécurisant juridiquement toutes ces dépenses et toutes ces clauses contractuelles qu'on retrouve dans les baux, et on intervient tout au long de la vie du bail. On a, en termes de clients, nous intervenons sur 3 types de clients, des clients qui ont ce qu'on va appeler du tertiaire, donc plutôt utilisateurs de bureaux, donc tout type d'entreprise utilisatrices de bureaux. Nous sommes notamment conseil de l'immobilier de l'État pour les aider dans l'optimisation de leurs baux commerciaux. La deuxième typologie, c'est le retail. On intervient pour un grand nombre de clients donc, qui ont plutôt des magasins ou des surfaces commerciales de toute taille. Et la troisième typologie de nos clients, c'est des locaux d'activité, là où on va retrouver aussi bien des gros logisticiens, utilisateurs finalement d'entrepôts, que des mixtes de bureaux, de locaux d'activité, de terrains, etc. Voilà. La plupart de nos clients, la Et donc, particularité, c'est d'être très je disais, multisite. tout ceci, pardon, excuse-moi, Damien, tous sont soumis au décret tertiaire. Oui, alors après, selon la taille, effectivement, Merci. selon la taille de leurs emplacements, de leur location. Mais voilà, la particularité de tous nos clients, c'est d'être très multisite, d'avoir un très grand nombre de bailleurs, 100, 200, 300, 1000 bailleurs, et donc une complexité, effectivement, de gestion de cette relation. Parce que qui dit 300 baux dit souvent 300 bailleurs, et donc une multiplicité de contacts à établir. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ces clients viennent chercher chez Nerium? Rapidement, les offres proposées par Nerium. À gauche, vous avez la représentation d'un immeuble. Au premier étage de cet immeuble, vous avez toutes les offres qui ont pour vocation d'apporter de l'information à notre client. Donc, on va faire du conseil en stratégie immobilière, de la base de données immobilières, on va intervenir lors du due diligence, voilà, toutes ces choses-là pour apporter de l'information à nos clients. Au deuxième étage, vous avez toutes les offres qui sont là pour aider notre client à réaliser des économies. Donc, on passe par la renégociation des loyers, qui était finalement le premier métier de Nerium. On s'est largement, j'allais dire, élargi notre portefeuille d'offres depuis.
on audite effectivement des charges locatives, on accompagne nos clients dans la recherche de nouveaux locaux, etc. Voilà. Donc, deuxième étage pour faire des économies. Un troisième étage justement un peu plus juridique. Nous avons 5 juristes en baux commerciaux au sein de Nerium qui nous permet effectivement d'avoir un regard effectivement sur les baux que nous aurions négociés et donc on accompagne nos clients pour avoir effectivement des baux équilibrés et de pouvoir défendre leurs intérêts vis-à-vis de leurs bailleurs. Voilà, donc ça c'est les principales offres. On accompagne également nos clients effectivement sur la digitalisation et sur l'externalisation de la donnée. Comme je vous le disais, donc Nerium créé en 2010, on travaille en France, au Benelux. On a analysé aujourd'hui plus de 15 000 baux, ce qui représente 940 millions d'euros de dépenses globales analysées. Et on est en forte croissance puisqu'on a fait un chiffre d'affaires l'année dernière de 2 millions d'euros. Et donc, on continue de se développer. Et nous sommes basés à Boulogne-Billancourt et on est environ une petite vingtaine de personnes. Voilà rapidement pour la présentation de Nerium. Un dernier mot pour vous dire qu'on est aussi partenaire de l'Agora des directeurs immobiliers. Dans ce cadre, voilà, on peut effectivement inviter tous les gens qui sont intéressés à différents types d'événements, que ce soit des conférences ou le gala des directeurs immobiliers qui a lieu très prochainement, le 23 juin 2022. Donc, si toutes ces choses peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous vous ferons un grand plaisir de vous inviter. Voilà. En effet, d'ailleurs, vous aurez nos emails à la fin de cette présentation. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons organiser le webinaire d'aujourd'hui selon 3 grands points. Je vais revenir sur les fondamentaux, mais on ne va pas trop insister. Je pense que vous avez déjà assisté à un certain nombre de webinaires et vous les avez bien en tête. Mais pour ceux on va faire quand même un rafraîchissement et quelques actualités, notamment avec l'arrêté valeur absolue 2 qui est paru ce mois d'avril 2022. Ensuite, Damien va évoquer l'impact de ce décret tertiaire sur la négociation et la rédaction des baux et sur la relation entre propriétaires et preneurs à bail. Et puis, nous évoquerons également l'importance d'avoir un tiers de confiance autour de la performance énergétique, puisque comme c'est un nouvel enjeu dans cette relation bailleur et preneur à bail, il va falloir utiliser des outils pour justement équilibrer cette relation autour de l'efficacité énergétique. Donc vraiment très rapidement, vous le savez, le décret tertiaire, c'est 1000 mètres carrés pour les propriétaires et les locataires. Il y a 2 façons de calculer l'objectif de ce décret tertiaire et je le rappelle souvent parce que très régulièrement, nos prospects ou nos clients sont focalisés sur la diminution en pourcentage. C'est sur cette diminution-là d'ailleurs qu'il y a une très grande communication, des moins 40, 50 et 60%, donc plus de la moitié d'ici 30 ans. Mais il y a également, et finalement c'est un peu l'objectif privilégié par le ministère, la valeur absolue, c'est-à-dire cette valeur cible de consommation par mètre carré. Et c'est cet objectif-là qu'il faudra atteindre d'ici 2030. Nous avons, à la suite des différents arrêtés parus qui sont les applications de ce décret, des valeurs cibles pour un certain nombre de surfaces. Il nous en manque encore beaucoup. On en reparlera. L'arrêté numéro 3 va sortir au 2e semestre. On espère avant le 30 septembre, puisque c'est la fameuse date butoir pour pouvoir déclarer ces données de consommation dans Opérate, qui est la plateforme justement de suivi des données du décret tertiaire. Donc, quant aux objectifs, le premier atteint, c'est en termes de valeur absolue ou en termes de valeur relative, va valider votre première décennie de décret tertiaire. Qui sont concernés? Donc, tous les bâtiments hébergeant les activités tertiaires, essentiellement des services, mais les sites industriels sont également concernés puisqu'il y a la partie tertiaire des sites industriels concernés. Bien sûr, cette partie tertiaire doit faire plus de 1000 mètres carrés. Et nous avons entendu dire également par le ministère que cette valeur de 1000 mètres carrés qui est aujourd'hui plancher serait susceptible d'être plus basse dans 10 ans. Certains ont évoqué 250 mètres carrés. Donc, écoutez, quand vous avez des
des surfaces de 1000 m², vous êtes impliqué aujourd'hui et vous devez suivre le mouvement, il n'est pas impossible que vous puissiez prendre de l'avance en déclarant également vos surfaces un peu plus petites, ce que vous pouvez faire déjà dans Opérat, sans vous occuper des données de consommation précisément, puisque de toute façon, à terme, il faudra les envisager également. Donc, nous vous avons remis les bâtiments assujettis, les bâtiments concernés sur la slide. Vous pourrez bien sûr avoir les slides à la fin de ce webinaire. Elles sont aussi là pour vous servir d'un référentiel dans vos réflexions sur la gestion du décret tertiaire. Donc, toute ou partie d'un bâtiment à usage mixte, il faut que ces 1000 m² soient exclusivement alloués à un usage tertiaire. C'est là où on va parler de sous-comptage, par exemple. Et puis, il faut que cela soit sur une même unité foncière. Alors, un élément très important de ce décret tertiaire et des différents arrêtés qui le précisent, quand vous avez par exemple deux bâtiments, un de 1000 m² et un de 700 m² sur une même unité foncière, donc c'est des unités cadastrales, vous devez déclarer les 1700 m² de bâtiments. Ils sont assujettis. Chaque bâtiment, vous avez dans ce bâtiment une unité qu'on appelle une unité fonctionnelle et les déclarations sur Opéra sont sur les entités, pardon, je fais moi-même la confusion, attention, attention. Vous avez donc l'unité foncière cadastrale qui va déterminer l'assujettissement et les entités fonctionnelles assujetties qui vont déterminer en fait, c'est au sens, donc l'EFA, l'entité fonctionnelle assujettie, est l'équivalent d'un bâtiment au sens, est l'équivalent d'un établissement, décidément ce matin je suis un peu confuse, je m'en excuse, est l'équivalent d'un établissement au sens de l'INSEE, et c'est cette entité fonctionnelle-là qui est au centre de toutes les déclarations d'Opérat. Mais on le verra plus tard de manière plus détaillée. Je vous en ai parlé, vous avez deux façons de calculer ces objectifs, les objectifs par entité fonctionnelle assujettie. Ces objectifs, alors nous vous avons mis le lexique pour que vous ayez aussi des repères d'un point de vue sémantique, c'est important. Quand vous verrez le nom CREF, parce que vous allez voir dans vos attestations, vous allez voir les CREF, les CRELAT, les CAPS, eh bien la CREF veut dire consommation énergétique de référence. C'est à partir de cette consommation énergétique de référence déterminée dans une année de référence entre 2010 et 2019 que vous allez pouvoir calculer les CRELAT, c'est-à-dire les consommations relatives en 2030, en 2040 et en 2050, qui vous sont fixées par Opérat. Et puis, vous avez la deuxième façon de calculer, qui sont les consommations absolues, la consommation maximale au mètre carré, qui est une association entre la CVC et les indicateurs d'intensité d'usage qui sont donnés par Opérat en fonction des données de consommation et des données bâtimentaires que vous allez remplir. Cette CAPS va être définie en fonction de votre code NAF et des sous-catégories de votre code NAF. Et ensuite, de l'endroit où vous vous situez, en termes d'altitude et de données climatiques, ainsi que de l'usage que vous allez faire de vos bâtiments, si vous êtes en 3.8, si vous êtes en 2.8. Bon, en général, dans les services, c'est en 2.8, mais il y a quand même des fois des 3.8, et en fonction de l'organisation de vos bâtiments, en flex, en open bureau ou en bureau individuel. Tout cela est pris en compte et ensuite calculé sur Opérat. On parle de modulation parce que sur votre attestation, vous allez aussi mettre la modulation. On va en parler de manière beaucoup plus précise dans les slides qui viennent. Mais la modulation, c'est que vous rentrez vos données, vous rentrez vos données de référence. Vous avez donc une consommation de référence et un objectif défini par le décret tertiaire. Or, cet objectif défini par le décret tertiaire est pour vous impossible à réaliser parce que vos ROI sont trop grands. Ils dépassent 30 ans, par exemple, pour l'enveloppe, ils dépassent 6 ans pour les équipements. Eh bien, vous allez moduler ces objectifs. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de moduler ces objectifs. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir atteindre les objectifs définis par Opérat
mais vous allez devoir de toute façon diminuer les consommations énergétiques nécessaires. Et donc, cette consommation énergétique modulée, vous allez pouvoir l'atteindre en déterminant, par exemple, ce qu'on appelle un dossier technique, où vous allez justement prouver qu'il est impossible pour vous d'atteindre les objectifs définis par Opérate. Dans ce dossier technique, vous allez définir un objectif modulé que vous allez enregistrer également dans Opérate. Et Opérate Opérate va vous permettre de suivre, puisque Opérate, c'est vraiment ce canevas qui permet les différentes trajectoires, enfin la visualisation des trajectoires et le rendez-vous annuel des déclarations. Eh bien, une fois que vous avez rentré cet objectif modulé, eh bien, on va suivre également l'objectif modulé, sachant que cet objectif modulé doit toujours être inférieur à la consommation de référence. C'est assez logique, mais les arrêtés le précisent. Il me semble qu'on a perdu le son de Sylvie. Sylvie? Oui, Ah voilà, on oui, t'entendait plus. Damien. Ah, Je crois qu'on on t'entendait plus. On t'a on retrouvé. m'entend plus? On m'a Ça y est. retrouvé? Ah, ok, super. N'hésitez pas à le dire. Je pense que c'est bon. Mais alors, on ne m'entendait plus depuis longtemps? Une dizaine de secondes. Ah, d'accord, ok. J'espère que ça s'est remis. En tout cas, vous avez les slides et tout est dit sur les slides. Donc, je reprends le fil. En effet, on vous a mis sur cette slide des éléments qui vous permettent en fait de suivre les différents arrêtés qui sont parus et qui donnent les détails qui nous servent à nos energy managers et nos data managers pour suivre les différentes applications du décret tertiaire. Vous avez ce fameux arrêté méthode qui est paru en avril 2020 et qui va fixer toutes les règles et la méthodologie de gestion du décret tertiaire. Et ensuite, les arrêtés qu'on appelle valeur absolue 1, qui est paru en janvier 2021, qui va fixer ces fameuses consommations cibles par mètre carré, ainsi que d'autres ajustements. L'arrêté valeur absolue 2, ces différents ajustements sont issus des questionnements des différents secteurs, puisque le décret tertiaire et ces arrêtés ont été élaborés beaucoup en collaboration avec les représentants des différents secteurs. Ils ont toujours fait l'objet d'une publication d'une publication pour modification et pour suggestion avant la publication définitive. Et ça va être le cas pour la valeur absolue 3. Donc, vous pouvez toujours remonter en fonction de vos lectures quelques éléments qui vous paraissent soit incohérents, soit améliorés. Donc, il y a toujours cette on va dire, invitation à la réflexion collective, et c'est pour cela que dans les différents arrêtés, il y a des éléments un peu modificatifs par rapport à l'arrêté méthode. Donc, en janvier 2021, les valeurs absolues de certaines catégories de bureaux, services publics, enseignement et logistique, qui correspond à peu près à 50% des surfaces tertiaires. Et puis, tout récemment, en avril 2022, d'autres objectifs en valeur absolue en fonction donc de la nature des bâtiments et du secteur, ainsi qu'un certain nombre de redéfinitions et d'ajustements, notamment pour la définition de l'entité fonctionnelle assujettie, les bâtiments neufs. Par exemple, vous avez un bâtiment qui sort de terre en 2022, eh bien, comment il est embarqué dans le décret tertiaire. Sachez qu'au départ, dans le décret tertiaire, seuls étaient concernés les bâtiments antérieurs à 2018. Aujourd'hui, c'est tous les bâtiments, même les futurs bâtiments. Et donc, cet arrêté valeur absolue 2, par exemple, a redéfini la possibilité de prendre une valeur de référence sur 3 ans, le temps que le bâtiment soit sec et donc qu'il fonctionne de manière régulière et à plein régime.
Ça, je vous donne un exemple de redéfinition par rapport à l'arrêté méthode que propose l'arrêté valeur absolue 2. Et puis, nous attendons l'arrêté valeur absolue 3 avec ses nouveaux objectifs exprimés en valeur absolue. Nous avons certains éléments de logistique, par exemple l'entreposage de pièces mécaniques qui ne sont pas encore définis. Certains hôpitaux, certaines définitions d'hôpitaux, certaines logistiques du froid encore ne sont pas totalement définies. Donc, on attend ça avec impatience, ainsi que pour les bâtiments d'outre-mer. Donc là, on vous a mis ceux qui sont déjà définis et ceux qui attendent d'être définis, dont les centres commerciaux. Vous êtes sûrement concernés par ces éléments-là. Je sais que ça fait partie de nos clients et des clients de Nerium. Donc, on attend vraiment avec impatience la définition de ces valeurs absolues-là. Donc, on a parlé d'Opérate, qui est cette plateforme qui va vous permettre de déclarer vos consommations énergétiques. Et un des grands atouts de la plateforme, outre le fait que ça soit le support aux différents contrôles qui vont commencer dès 2023 sur la véracité, la complétude des données, eh bien, c'est aussi de pouvoir fournir un benchmark entre les différentes consommations des bâtiments. Aujourd'hui, on n'a pas tellement de benchmark en termes de consommation moyenne sur le territoire. Opérate va donner ce benchmark et vous pourrez vous positionner en fonction de votre bâtiment, de vos mètres carrés, sur des moyennes que va pouvoir donner Opérate. Opérate est déjà ouvert. Donc, vous pouvez dès à présent déclarer vos types, vos comptes, enfin vos différents comptes et paramétrer vos comptes avec vos consommations annuelles et les données bâtimentaires. Vous pouvez saisir votre année de référence si vous l'avez déjà choisie et on peut déjà calculer vos objectifs. Sachant que en juillet 2022, l'attestation annuelle va être provisoire. Il n'y a pas de note éco-énergie tertiaire ni d'attestation définitive en 2000 lors de cette déclaration, puisque ce sont quand même des années spéciales. 2020 et 2021, entre guillemets, ne comptent pas, mais elles sont à déclarer. Vous avez votre année de référence jusqu'à 2019. Et puis, les premières attestations et les premières notes seront à l'issue de la déclaration en 2023 pour toute l'année 2022. On a une date butoir, le 30 septembre 2022, comme vous le savez. Et puis, à partir de janvier, vous allez pouvoir interfacer toutes vos plateformes énergétiques, la nôtre comme celle des concurrents encore, pour pouvoir constituer en fait un téléversement automatique entre les données énergétiques que vous avez et que vous pilotez tout au long de l'année et la déclaration Opérate. Aujourd'hui, il faut le faire à la main. Donc là, on vous a mis le process. J'accélère un petit peu puisque nous sommes pris par le temps. Donc, quand vous déclarez votre profil assujetti, c'est le représentant légal et vous pouvez effectivement également mandater un expert un expert sur la déclaration Opérate. C'est assez important car selon celui qui va déclarer en premier les différents bâtiments, il va falloir qu'il en informe si c'est les locataires, le propriétaire, et si c'est le propriétaire, le locataire, puisqu'à chaque déclaration, il y a ce qu'on appelle, alors je vais dire très rapidement et je reviendrai, il y a ce qu'on appelle un identifiant unique bâtimentaire. Donc, le propriétaire va déclarer ses informations administratives, ses consommations annuelles des espaces annexes, puisqu'il ne déclare pas le propriétaire des consommations annuelles énergétiques, puisque c'est le locataire, donc celui qui a l'usage, qui va déclarer les consommations annuelles énergétiques de ces entités fonctionnelles. Donc, soit le propriétaire, soit le locataire va déclarer ses premières informations administratives. Il y aura un identifiant unique bâtimentaire qu'il devra communiquer au locataire pour que ceux-ci puissent déclarer sous le même identifiant unique leurs différentes entités fonctionnelles. Et ensuite, il y a une agrégation des consommations à l'échelle du bâtiment par Opérate. Et par exemple, vous avez
un bâtiment multi-occupation d'un propriétaire avec plusieurs locataires. Le propriétaire va déclarer administrativement son bâtiment et les locataires vont déclarer les consommations énergétiques de leurs différents établissements ou entités fonctionnelles à l'intérieur de ce bâtiment. Je reviens très rapidement sur les données à transmettre. Donc, les données à transmettre sont les données administratives, les mandats, s'il en est, les données bâtimentaires, par exemple l'identification géographique, le nombre de compteurs, et puis les locataires, donc, ou les occupants des bâtiments vont déclarer les années de référence de consommation, leur catégorie d'activité, les indicateurs d'intensité d'usage, de surface, et puis les consommations par type d'énergie. Pour ce faire, pour déclarer ces différentes données, il va s'agir de connaître de manière très, on va dire, concrète et précise son parc et les évolutions de son parc. Donc, on va déterminer ses consommations énergétiques et ses indicateurs d'intensité d'usage. On vous a mis des exemples sur la slide. Donc, l'amplitude horaire, la surface plancher, le taux d'occupation, pour que Opera puisse, en fonction de ces éléments d'usage, vous calculer un objectif en fonction de votre profil d'usage. Comment on va avoir toutes ces données? Il va falloir se pencher sur son historique énergétique, donc les factures, les données de consommation auprès des gestionnaires de gestion. Peut-être que vous avez déjà travaillé sur les consommations énergétiques de votre parc et vous en avez fait communication dans votre rapport RSE. Et puis préparer donc vos déclarations en fonction des données fournies par les fournisseurs, les distributeurs et vos plans de comptage si vous avez des compteurs et des index. Là, je reviens sur cette déclaration par entité fonctionnelle et pour avoir cet identifiant unique bâtimentaire qu'on appelle l'IUB. Les historiques, donc factures de fournisseurs, récapitulatif des données. Donc là, vraiment, toutes les données possibles de votre parc pour choisir ensuite, en fonction de l'année de référence, celle qui va être la plus stratégique, puisqu'entre 2010 et 2019, vous avez tout intérêt à définir une année avant travaux que vous aurez faite. Par exemple, vous avez fait des travaux en 2016, vous déclarez une année de référence qui est 2015, vous allez pouvoir compter sur ce qu'a réalisé, enfin, la performance qu'a réalisé ces travaux jusqu'en 2030. Ensuite, dans vos déclarations de consommation, vous allez le faire sur un ou plusieurs lots ou entités fonctionnelles. L'ajustement des conditions météo, ce sera Opérat qui le fera automatiquement. Vous n'avez pas à le faire. Par type d'énergie, par consommation totale, sachez que votre consommation énergétique, c'est celle de votre entité fonctionnelle, ainsi qu'une partie des consommations liées par clé de répartition à votre bout d'espace commun. En effet, à l'exception des centres commerciaux où le propriétaire va avoir à déclarer les consommations des espaces communs, alors à l'exception de ce cas-là, pour tout le reste, chaque locataire va devoir déclarer ses consommations de son propre établissement ainsi que les consommations liées dans les espaces communs qui lui reviennent par clé de répartition. Donc, ça va un peu alourdir ses consommations énergétiques. Donc là, on l'a mis, consommation individuelle, consommation répartie, les consommations des espaces communs. Le propriétaire, en termes de consommation, ne déclare que ce qu'on appelle les espaces annexes, c'est-à-dire des espaces qu'il n'a pas loués et dont il gère la consommation. 2022, c'est l'année du droit à l'erreur. Donc, ne vous inquiétez pas si vous faites des erreurs. Il y a une certaine souplesse. 2020 et 2022 ne sont pas représentatifs. Il n'y a pas d'attestation annuelle pour ces années-là. Cette année 2022, elle est la plus chargée parce que c'est l'année d'apprentissage, et pour nous, et pour vous, et surtout pour l'ADEME, qui va tenir compte des retours de tous les déclarants cette première année. Une fois que vous allez déclarer, vous allez avoir ce qu'on appelle une note
éco-énergie tertiaire, qui va de la plus noire au plus verte. Cette note doit être rendue publique. Elle est annexée aux documents de vente ainsi qu'aux documents de location. Elle qualifie l'avancée dans la démarche de réduction des consommations. Et de manière aussi importante, elle va qualifier dans les premières années, puisque bon, on va voir quel niveau de trajectoire vous avez, la véracité et la complétude des données. En effet, dès 2023, vous allez avoir des contrôles sur est-ce la bonne note? Les déclarations sont-elles vraies ou fausses? Donc, toute fausse déclaration ou toute utilisation frauduleuse de notes éco-énergie tertiaire fera l'objet d'une amende de 30 000 € par infraction. Donc, dans l'attestation numérique que vous aurez dès 2023, vous avez, vous le voyez déjà à l'image, Crélat, CAPS et CREF qui aujourd'hui n'a plus de secret pour vous. Les objectifs modulés, puisque par exemple pour certains établissements, vous n'allez pas pouvoir les atteindre, donc vous allez pouvoir calculer un objectif modulé. Donc vous les avez, vous les reportez sur l'attestation. Et votre CAPS 2030, sachant que toutes les consommations absolues, c'est-à-dire cibles par mètre carré, ne sont que pour 2030, puisque pour 2040 et 2050, de nouvelles publications se feront puisqu'on ne sait pas dans 10 ans quelles seront les conditions climatiques, l'état d'avancement technique des équipements et l'usage du tertiaire. Ça, c'est au recto. Et au verso, vous aurez la fameuse note éco-énergie tertiaire par bâtiment et en agrégation de tout, enfin par entité fonctionnelle et en agrégation pour tout le bâtiment. Là, nous vous avons mis comment on va moduler les objectifs, puisqu'on en a parlé. Donc, les indicateurs d'usage, souvent, on nous pose la question, mais comment vais-je faire? Je vais augmenter ma production, donc je vais embaucher plus, je vais m'agrandir et nécessairement, je vais consommer plus d'énergie. Donc, comment être sur une trajectoire baissière là où ma production et mon activité va augmenter? Et en effet, à ce moment-là, de toute façon, les déclarations sont annuelles. Vous allez tous les ans renouveler vos données d'intensité d'usage et donc vous allez les changer si vous allez embaucher plus, augmenter vos surfaces planchers et les objectifs vont être recalculés en fonction des paramètres que vous allez changer. Donc, vous allez me répondre, mais alors à ce moment-là, je vais dépasser mon année de référence, puisqu'en effet, 2016, j'employais 200 personnes. 2025, 10 ans plus tard, j'emploie 2000 personnes. Je vais nécessairement consommer beaucoup plus que mon année de référence. Et là, je vous réponds, c'est prévu. Quand vous allez changer vos paramètres, une pondération de l'année de référence se fera de manière proportionnelle et la trajectoire s'ajustera de manière proportionnelle. Pour moduler également, parce que vous avez des contraintes techniques, il faudra le déterminer dans votre dossier technique. Et parce que vous avez un ROI disproportionné, il faudra aussi le mentionner dans votre dossier technique. Ce qui fait que quand vous aurez un contrôle, vous sortirez le dossier technique et vous direz, voilà, j'ai modulé les objectifs parce que cela, et vous aurez tous ces éléments-là dans ce dossier. Le dossier n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé en cas de contrôle. Donc, on en a parlé, les sanctions prévues, si vous n'atteignez pas les objectifs, et là, on est sur des contrôles à partir de 2030, vous serez après alors on a des mises en demeure avant, classé comme mauvais élève si vous ignorez les 2 ou 3 mises en demeure de vous mettre au décret tertiaire, des amendes administratives qui finalement ne sont pas si importantes, là où cela va peut-être faire plus de mal. Donc, c'est à la réputation, bien sûr, mais également à l'annexe des baux, puisque la valeur locative comme la valeur immobilière, Damien vous en parle vraiment juste après, va se dégrader. On ne sait pas encore à l'aune de combien. On parle de valeur verte immobilière autour de 15% pour l'instant. Mais en effet, on ne pourra plus à terme louer sans la fameuse feuille et sans la fameuse mention
de la performance énergétique des bâtiments. Donc, vous, locataires, vous devrez le demander. Et puis, on ne pourra plus vendre ou acheter sans prendre en compte la trajectoire énergétique immobilière. Et là, Damien, je te laisse parler de cette fameuse relation propriétaire-locataire qu'on a commencé à évoquer, notamment autour de la notation éco-énergie tertiaire Oui, merci et des Sylvie. différentes déclarations. On l'a vu, donc il y a beaucoup de choses qui ont été prévues d'un point de vue collecte des informations, renseignement des consommations dans Opérat, des hypothèses, de l'ensemble des hypothèses et des cas qu'on peut retrouver. Quelque chose qui l'est beaucoup moins est finalement l'établissement de la relation locataire-bailleur. Alors, je voulais revenir d'abord sur ce que disait la loi. Et la loi dit que, effectivement, dans le décret tertiaire, les propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments, et le cas échéant, les preneurs à bail, sont soumis à l'obligation prévue pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives en raison des dispositions contractuelles régissant leurs relations. Ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondant chacun en ce qui les concerne en fonction des mêmes dispositions contractuelles. Donc, en gros, le législateur, là, pour le coup, est beaucoup moins précis et invite les parties à se mettre d'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qui fait quoi d'un point de vue organisationnel? Qui prend en charge quoi? Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Alors, ce qui nous semblait important, effectivement, de vous signaler, c'est qu'on n'est qu'au début du process du décret tertiaire. Encore aucune partie, finalement, n'est rentrée dans cette négociation. Les gens aujourd'hui, les entreprises sont concernées et concentrées sur ces déclarations opérates. Hein. C'est pas simple, hein. On l'a vu dans toute la présentation de Sylvie. C'est très administratif. C'est un peu une patate chaude qu'on se transmet de service en service en disant, ben, en fait, ce serait bien que ce soit tel service qui le fasse. Ah ben non, c'est pas. Voilà. Donc c'est quelque chose qui arrive en plus de l'activité quotidienne de nos clients. Et donc, il va falloir s'en occuper. Et plus on anticipera ce sujet, mieux les entreprises pourront gérer effectivement cette nouvelle obligation. Donc, effectivement, donc, chacun, bailleur comme locataire, ont un intérêt personnel à respecter le décret tertiaire. Ils ont le même objectif qui est la réduction des consommations des bâtiments dont ils sont soit propriétaires quand ils sont bailleurs ou locataires pour les entreprises. Et pour nous, cet engagement passera principalement par la réalisation de travaux, la rénovation énergétique du bâtiment, l'équipement performant et, dans une moindre mesure, la modification du comportement de l'occupant, donc de locataire, sur les bonnes pratiques de l'utilisation, de la climatisation, de fermer les fenêtres, du chauffage, d'éteindre la lumière la nuit. Voilà, donc là, on est dans le comportement. Pour nous, indéniablement, tous ces travaux vont, à court ou moyen terme, revoir les valeurs locatives à la hausse. On ne peut pas imaginer que bailleurs comme locataires vont investir de l'argent dans les bâtiments pour faire baisser les charges et qu'il n'y ait aucune incidence sur les valeurs locatives de marché. Donc, il faut s'attendre, effectivement, dans les années qui viennent, à un renchérissement de nouveau du montant des loyers, en plus du phénomène qu'on connaît déjà de l'indexation, etc. Donc, effectivement, ces baisses de consommation pour le preneur, il va réduire ses charges. Ça va être aussi pour le bailleur une meilleure attractivité de son bien sur le marché. On l'a vu avec les notations et les différentes couleurs de feuilles. Voilà. Donc la question ensuite, c'est comment on fait converger ces intérêts en défendant chacun effectivement ses prérogatives et finalement son budget. Alors, l'objectif effectivement du décret tertiaire, et c'est ce que le législateur invite les parties à faire, c'est de former une équipe. Former une équipe composée effectivement du bailleur, du locataire et le cas échéant effectivement d'une entreprise, d'un conseil externe qui va comme sobre vous aider dans la collecte de l'information et tous ces diagnostics.
L'objectif, effectivement, c'est de définir une gouvernance, définir une stratégie, une trajectoire commune, préciser quelles sont les responsabilités, anticiper les budgets et intégrer effectivement les actions et le suivi de la matrice organisationnelle. Donc pour ça, ça nécessite de revoir effectivement les accords, donc on va en parler tout à l'heure, hein, le contrat de bail entre le bailleur et son locataire. Pour refaire un petit point effectivement sur la répartition des charges, à l'heure actuelle, aujourd'hui, donc déjà un bail, c'est un contrat librement négocié entre les parties. Donc c'est effectivement votre contrat de location qui engage les parties et à respecter effectivement ce qui est inscrit. Donc les dispositions du contrat de bail régissent la répartition des charges en fonction de la nature des travaux. Donc le principe, pour rappel, conformément à l'article R145-35 du Code du commerce, les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du Code civil et les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ne peuvent être imputés au locataire. Ça, c'est quand c'est bien inscrit et que le bail est très clair là-dessus, c'est limpide. En l'absence de dispositions spécifiques, qu'est-ce qui se passe? Se pose alors la question de savoir si les travaux d'amélioration de la performance énergétique sont assimilés à des travaux de mise en conformité. Oui ou non. On n'a pas suffisamment de recul encore pour savoir effectivement si ces travaux seront considérés comme de la mise en conformité. Et dans ce cadre-là, peut-être 100% pour le bailleur. Ce qu'on sait aussi, c'est que les autres frais, type frais d'audit, rémunération des prestataires extérieurs, pourront potentiellement être facturés au preneur si une clause le prévoit expressément. Voilà. Donc encore une fois, la vérité se verra effectivement dans vos contrats, dans vos baux, d'où la nécessité de faire attention à ce qui est inscrit pour le moment, donc de savoir ce que vous avez dans vos baux et la façon dont ils seront rédigés demain. Voilà. Concernant alors voilà sur l'impact du décret tertiaire sur les valeurs locatives. Je vous le disais tout à l'heure, chacun va réaliser des travaux, améliorer la performance énergétique des bâtiments, et c'est déjà le cas aujourd'hui, hein, quand on compare un bâtiment sur une même zone géographique, un bâtiment de dernière génération avec des performances énergétiques fortes et le même bâtiment avec une passoire énergétique, forcément, son prix, son loyer au mètre carré n'est pas le même. Et ben, on va retrouver ça encore plus fortement avec le décret tertiaire. On aura effectivement ces feuilles de noir à triple verte qui, un peu comme aujourd'hui les Nutri-Score dans l'alimentation avec les notes A, B, C, D et E. Voilà, ça va sauter aux yeux. Et forcément, la performance énergétique, une performance énergétique mauvaise d'un bâtiment va se ressentir effectivement dans sa valeur locative et dans sa valorisation en tant que bien immobilier. Voilà. Tous ces travaux, d'un point de vue aussi un peu plus juridique, si on parle de déplafonnement de loyer, pour rappel, le déplafonnement de loyer, c'est le processus qui a pour objectif d'augmenter le loyer afin que celui-ci corresponde à la valeur locative en fin de bail et cette valeur locative supérieure à la valeur du loyer plafonné. Vous savez que vos loyers dans un bail commercial sont plafonnés par rapport à l'augmentation de l'indexation. À partir du moment où le bailleur estime que sa valeur a été améliorée, notamment par la réalisation de travaux, il peut invoquer ce déplafonnement de loyer et donc augmenter le loyer plus fortement que l'indice ne l'aurait fait. Voilà. Et donc, on va retrouver indéniablement ce phénomène. Il faut s'attendre effectivement à avoir, si on fait des travaux, une valeur locative plus importante, que tous les investissements qui ont été faits par les bailleurs seront réimpactés à court ou moyen terme, effectivement, sur les preneurs. Voilà. Alors ça, c'était pour une augmentation de la valeur locative à la hausse. Dans un deuxième cas, effectivement, on pourra revoir la valeur locative à la baisse dans certains cas. Dans le cas où l'exploitation du preneur serait gênée par la réalisation des travaux, voilà, tous ces travaux, s'ils se font en site occupé, eh ben, ils vont aussi occasionner une gêne
Imaginez devoir changer 120 fenêtres dans un immeuble en même temps. Qu'est-ce que vous faites des gens qui travaillent dans ces bureaux pendant ce temps-là? Voilà, donc ça vient un peu aussi détériorer la valeur du loyer. Et dans le cas où le preneur également supporterait les frais liés à l'amélioration de la performance énergétique et que le bailleur bénéficierait en fin de bail de ces améliorations, c'est ce qu'on appelle la clause d'accession. Effectivement, on pourrait négocier, tenter de négocier en tout cas une baisse de la valeur locative. La conclusion de tout ça, c'est que c'est un peu le préambule que je faisais tout à l'heure. Le législateur invite les parties à s'entendre. Alors, c'est une gentille invitation. Ça ne va certainement pas être si simple que ça, parce que quand bien même on a tous envie d'améliorer les performances énergétiques des bâtiments, et il va falloir être vigilant pour veiller effectivement au bon équilibre du bail, au bon équilibre de la relation contractuelle, au bon équilibre effectivement budgétaire, que tous les frais ne soient pas réimpactés aux locataires qui ne bénéficieraient pas effectivement. Il est juste utilisateur, hein, j'aime bien ce mot utilisateur. Il ne va pas repartir avec les fenêtres une fois qu'il quittera les locaux. Et voilà. Donc moi, chez Nerium, ce qu'on invite nos clients à faire, et donc les locataires, notamment multisites, c'est de prendre en main le décret tertiaire dès maintenant pour vous simplifier la vie déjà, simplifier les démarches de collecte des données énergétiques en passant par un prestataire comme SOP par exemple, pour contrôler la limite et limiter la hausse des valeurs locatives de marché, vérifier tout ça. Voilà, il faut anticiper, d'avoir une ligne directrice. Il faut arrêter de se passer la patate chaude d'un service à l'autre en disant ça ne me concerne pas, ça concerne les services généraux, les travaux, le RSE, etc. Il faut prendre le sujet. Sinon, finalement, vous allez, en tant que locataire, vous le faire imposer et il vaut mieux être en action qu'en réaction sur ces sujets-là, puisque, encore une fois, on l'a vu, hein, ça va être un sujet sur les 10, 20, 30 prochaines années. Donc, autant l'anticiper. Voilà. Oui, en effet. Alors là, on est presque à l'issue du webinaire. Vraiment, pour revenir sur ce que disait Damien sur l'importance de former une équipe et de garder en tête comment dire, la capacité de s'entendre avec ses propriétaires et ses locataires. Vous avez effectivement plusieurs organisations entre locataires et propriétaires. Quand on est locataire multisite, on a un ensemble de propriétaires, vous l'avez dit Damien, 300 propriétaires, et donc la vision globale de l'ensemble du parc est très parcelée. L'utilisation d'outils vous permet de gérer et d'uniformiser, centraliser l'ensemble des consommations et de pouvoir faire vos déclarations plus facilement, et surtout de pouvoir calculer votre place dans la trajectoire globale. Si vous occupez les bâtiments pendant 3 ans, eh bien, vous serez responsable de 3 ans de fonctionnement énergétique du bâtiment, et pas dans la rédaction du bail, qui, tu le soulignais quand on en parlait, Damien, est de plus en plus précaire. Donc, on est de moins en moins installé sur des baux de 10 ans, de 30 ans, enfin de 20 ans. Eh bien, il va falloir établir la juste mesure de votre occupation du bail, sachant que les premiers travaux seront peut-être les travaux les plus coûteux, puisqu'il faudra donc rénover complètement, et il faudra déterminer la part du locataire dans l'ensemble, enfin de la prise en charge du locataire dans l'ensemble des travaux. Mais c'est ce que tu disais, Damien. Donc de l'importance d'avoir cette vision globale et cette vision technique, bâtiment par bâtiment, pour voir vos consommations et votre impact sur la durée de vie du bâtiment. Je vais m'en tenir là, et on va passer à vos questions, si vous en avez, sur le décret et la gestion de la relation locataire-propriétaire. Aymeric, as-tu des questions? Je vais mettre nos... Alors, bonjour à tous. Vous les aurez. Oui, on a des premières questions qui nous sont arrivées qui concernent l'assujettissement et la déclaration sur Opérate. Alors, j'imagine que c'est une question Oui. côté locataire.
On nous dit en cas de copropriété, qui doit déclarer le bâtiment? Et si le syndic ne le fait pas, y a-t-il une solution de contournement? Ou quelle est la solution Alors, peut-être pour le locataire, pour reformuler la question? en fait, à partir du moment où vous avez un sirène, vous devez déclarer chez chaque votre entité fonctionnelle. Donc, vous avez un sirène, vous faites la déclaration. Quand vous êtes copropriétaire, en effet, vous choisissez par rapport au sirène la déclaration. Ce n'est pas par rapport à un propriétaire, c'est par rapport à un bâtiment ou une entité fonctionnelle. Donc, si vous êtes copropriétaire, eh bien, vous allez déclarer votre bâtiment et votre identifiant unique bâtimentaire. Si vous êtes locataire, eh bien, vous avez déclaré par rapport à votre sirène. Si le syndic ne le fait pas, de toute façon, vous êtes responsable en tant que propriétaire ou locataire de le faire. Il va falloir peut-être charger votre syndic en tant que mandaté, puisque vous serez mandataire, pour qu'il le fasse pour vous. Si vous ne le chargez pas pour qu'il le fasse pour vous, et s'il n'est pas d'accord pour le faire pour vous, bah, c'est à vous de le faire. Donc, c'est vous qui êtes responsable de cette déclaration. Soit vous désignez le syndic comme mandaté, soit vous le faites vous. Mais c'est une prestation, un service que le syndic va faire pour vous, si vous le mandatez. J'espère avoir répondu à la question. Autre question qui est proche sur la même thématique, on nous demande dans le cas d'un propriétaire unique sur un bâtiment, ce propriétaire n'effectuerait pas la déclaration sur Opérate. Que se passe-t-il? Eh bien, il est hors la loi, puisque c'est la loi de déclarer. Donc, les propriétaires qui vont déclarer leur entité fonctionnelle le fera sans. Alors, ils peuvent aussi demander d'avoir l'identifiant unique bâtimentaire, puisqu'ils le feront avant le propriétaire. Mais le propriétaire est tenu de déclarer pour avoir cet identifiant. Et si au bout de 2 mises en demeure, il ne le fait pas, il sera puni par la loi. Alors, pour le coup, dès 2023, puisqu'il y aura en fait des contrôles de déclaration sur Opérate. Et 30 000 € par infraction. Donc, il est obligé de le faire. Vous le ferez un recommandé. Et puis ensuite, c'est sa responsabilité. Vous, votre responsabilité, c'est de déclarer votre entité fonctionnelle selon votre sirène. Et si vous n'avez pas d'identifiant bâtimentaire, le demandez. Ou si vous ne l'avez pas, eh bien, il y aura une anomalie sur Opérate et une demande de l'identifiant, donc un courrier adressé au propriétaire de ce bâtiment. Alors, on a une question plus spécifique sur les données à fournir sur Opérate. On nous demande quelles informations les gestionnaires de réseau peuvent fournir, informations qui ne seraient pas déjà sur les factures de la part des fournisseurs d'énergie. En effet, ce qu'on entend par là sur les sources d'information, c'est qu'il faut vraiment veiller pour consolider vos consommations, de bien penser aux 4 sources d'information et ne pas se caler que sur la facture. Vraiment, travailler les compteurs, et ça, c'est peut-être un des éléments que vous pouvez valider avec vos fournisseurs. Mais les factures, en effet, les compteurs, les index et les boîtiers IoT, mais ça concerne vous et que vous, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais en effet, quelquefois, vous n'avez pas des factures. Par exemple, vous n'avez pas toutes les factures pour une année. Vous avez une année de référence à déterminer et vous n'avez pas toutes vos factures. Vous pouvez les demander à votre fournisseur, plutôt votre distributeur, pour avoir l'année complète de factures. Les fournisseurs, ça peut être aussi, vous avez effectivement l'électricité, vous avez le gaz et vous avez aussi d'autres sources d'énergie. Et il va falloir demander des éléments. Alors, il y a une façon de compter la fourniture d'énergie qui ne vient
ni du gaz, ni d'électricité, qui est déterminé dans l'arrêté valeur absolue 2. Mais c'est assez technique, c'est sur la consommation de fuel, par exemple. Vous pouvez lisser votre consommation en fonction des factures fournisseurs sur 4 ans. Alors, on a une autre question côté propriétaire cette fois-ci. Quelqu'un qui gère un bâtiment de la sécurité sociale. On nous explique que les charges sont donc payées par les organismes occupants en fonction de leur millième. Est-ce que cette personne demande si je comprends, je ne déclare pas les consommations du bâtiment, c'est aux organismes occupants, donc les locataires, de le faire? Absolument, il doit déclarer les éléments administratifs, donc il doit quand même déclarer des éléments. S'il a des espaces annexes à l'intérieur de ces bâtiments qui ne louent pas, il doit déclarer la consommation de ces espaces annexes. Mais tout ce qui est loué, ce n'est pas à lui de déclarer les consommations. Il doit quand même déclarer les éléments administratifs du bâtiment, sa localisation, une liste d'éléments administratifs qui sont en menu déroulant sur Opérate. Mais il ne déclare pas de consommation, en effet. Alors, on a une question sur l'assujettissement à nouveau. Quelqu'un qui a 2 bâtiments qui seraient distants de 100 km, mais un seul numéro SIRET. Comment ça se passe sur Opérate? Est-ce que c'est 2 bâtiments distincts, enfin 2 entités fonctionnelles distinctes? Ah oui, 100 km, c'est déjà pas sur la même unité foncière. Il a un seul SIRET pour les 2 bâtiments. Normalement, il devrait avoir 2 sirènes. Mais peut-être qu'il vient de collectivités. Est-ce que c'est le cas ou pas? On n'a pas de précision là, sur les termes de la question. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas... Enfin, le seul cas qu'on a rencontré un peu similaire, c'était des collectivités qui avaient un SIRET pour l'ensemble de leurs bâtiments. Et cet élément est en phase d'être corrigé pour avoir justement un sirène par bâtiment. Mais les deux sont éligibles, on est d'accord, hein? Alors, on nous Faut dit que quand c'est un même que ça bâtiment de la fasse 1000 mètres sécurité carrés. sociale, en l'occurrence. Oui, c'est un petit bug. Il faudra qu'il s'adresse, je crois, qu'il m'envoie un mail et je lui donnerai le mail à qui il faut qu'il s'adresse pour obtenir les sirènes de ces bâtiments. Autre question, alors on l'avait évoqué auparavant. On nous demande les informations demandées par Opérate ne sont-elles pas toutes sur les factures des fournisseurs d'énergie? Quel est l'intérêt de passer par Enedis ou GRDF? Je crois que vous l'avez évoqué auparavant. Vos données de facturation sont des moyennes de consommation. Il faut pouvoir avoir les consommations précises. Il faut avoir des consommations précises liées à vos surfaces. Donc, c'est pour ça qu'on va multiplier les sources de données de consommation pour pouvoir les consolider. Vous avez souvent des erreurs de facturation. Je ne sais pas quel est le sens de la question précisément. Nous, on va travailler une consolidation de données en fonction de multiples sources pour avoir la consommation exacte liée au bâtiment précis. Donc, c'est pour ça que nous faisons appel à plusieurs sources de données et que nous ne nous calons pas seulement sur les données de facturation. Et on invite, parce qu'il y a le compteur dans les données, il faut mettre en place, enfin je vais répéter un peu les sources, mais en effet, on estime, alors ça c'est vraiment général, une facture sur 10 a une erreur.
de facturation. Donc, comme c'est quand même un travail de trajectoire et assez précis avec un socle de consommation, c'est intéressant de diversifier les sources de données pour consolider les bonnes données. Mais s'il veut des éléments beaucoup plus précis, pareil, qu'il m'envoie un mail et je lui répondrai de façon précise sur la consolidation des données. On a fait le tour pour l'instant des questions. Donc, comme le disait Sylvie, vous avez les 2 mails qui sont affichés sur votre écran. N'hésitez pas, si vous avez des questions beaucoup plus spécifiques ou qui vous viennent ultérieurement, à prendre contact avec Sobre Énergie ou Nerium. Moi, j'ai une question, une petite précision sur les années 2020-2021. On a dit qu'elles ne comptaient pas à cause du Covid, de la fermeture Oui, possible, à etc. cause du Covid. Ouais, D'accord. à cause du Covid, ce ne sont pas des années représentatives de consommation énergétique. Donc, on ne peut pas Sachant les que prendre. pour certains, par exemple, entre 2015, on va dire, qui serait une année de référence, et 2020, on va dire que comme 2020 a été, il y a eu au moins 3 mois de fermeture complète et donc de consommation très basse. Si on liste sur un an, je pense qu'on est déjà aux objectifs. Alors Oui, qu'en 2022, on a réaugmenté sa consommation, donc on n'est plus sur la trajectoire, quoi. bien sûr. Le but est vraiment d'avoir une trajectoire baissière Oui, et de choisir l'année de référence pendant 10 ans. la plus consommatrice, entre guillemets. Oui, ou la consommation cible au mètre carré par type de bâtiment. C'est-à-dire, on a en moyenne une consommation type de 105 kWh au mètre carré. Donc, c'est vraiment la moyenne, parce qu'il y en a moins, plus, ça va dépendre du secteur et de l'activité, etc. Il faudrait atteindre cette consommation cible. C'est le plus logique, en fait, en vrai. Quand on n'a pas l'année de référence, quand on n'arrive pas à rassembler, on va dire, toutes les factures, parce qu'il faut les factures et les données sur toute une année, on peut se caler sur la valeur absolue. Ok. Je voulais juste rajouter un point, peut-être pour terminer, sur la relation bailleur. C'est ce qu'on s'était dit, Sylvie, en préparant ce webinaire. Oui. La confrontation dans le temps, en fait, de 2 agendas un peu différents. On a une vision long terme du décret tertiaire et la vision bailleur de la nécessité de faire des travaux, les impacter sur un nombre d'années important du bail. Et à contrario, de l'autre côté, côté locataire, on a des locataires qui ne veulent plus s'engager. Même un bail 369, 3 ans, c'est limite trop long. Et donc, on a un peu une opposition de durée et de calendrier. Et donc, il va falloir, dans cette partie négociation du bail, pouvoir défendre les intérêts de chacun. Absolument. De toute façon, c'est des questions qui vont se poser tout au long de la durée de vie du décret tertiaire, qui commence à partir vraiment du 30 septembre. C'est-à-dire que le 30 septembre, tout le monde le voit comme une échéance, entre guillemets, finale, alors que c'est une échéance complètement inaugurale. Tout le monde est aussi vraiment concentré sur la capacité de faire les bonnes déclarations et d'entrer de manière la plus conforme dans Opérat. Mais une fois que les choses seront faites, et comme vous êtes là tous aujourd'hui, c'est la preuve que vous êtes déjà engagés et impactés par Opérat, eh bien, j'allais dire, le plus dur commence. Et dans le plus dur, il y a effectivement les gestions techniques et les gestions relationnelles et organisationnelles qui vont beaucoup compter dans la gestion du décret tertiaire. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va mettre fin au webinaire. On a été très contents avec Damien de l'animer ce matin. Et puis, nous vous souhaitons une très bonne journée et une agréable fin de semaine. Merci, à très bientôt. Très bientôt. Au revoir.